Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler moto, pour faire le débrief du Grand Prix d'Europe. On va voir les infos à retenir de ce Grand Prix, ce qu'il faut analyser, ce qu'on doit prendre en compte pour les courses à venir également. On fera bien entendu le point sur le classement général. Également au championnat du monde, vous allez voir, ça semble quand même bien embarqué pour Johan Mir. On regardera également le classement par équipe, ça semble bien embarqué pour Suzuki. À 2 courses de la fin du championnat, parce que je rappelle que voilà, désormais après ce Grand Prix, il nous reste le Grand Prix de Valence, puis la course de fin de saison, le Grand Prix du Portugal du côté de Portimao. Donc voilà, on est vraiment sur la toute fin de saison cette année en moto GP. N'hésitez pas également, je dis tout de suite, à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Et on démarre tout de suite cette vidéo avec les 10 éléments à retenir du Grand Prix d'Europe. Premier élément à retenir, la Covid a encore fait des siennes. Et oui, le virus qui pose problème quand même, très clairement. Alors, déjà, on va parler du cas Valentino Rossi. Valentino Rossi qui a été testé négatif extrêmement tard la semaine précédant le Grand Prix, ce qui fait qu'il n'a pas pu faire la journée du vendredi, que le samedi matin, il était également pas là en EL3, que c'est le remplaçant chez Yamaha, j'ai oublié son nom, c'est Gerloff, je crois me rappeler. Je vais juste reprendre tout simplement les EL3, voilà. Pour vous dire le nom de ce pilote, qui est un pilote américain de 25 ans qui vient du Superbike américain, qui est un championnat que vous pouvez suivre sur YouTube. Les courses sont disponibles sur YouTube. Juste pour vous indiquer qu'il avait fait un bon chrono. Donc, bien entendu, je ne vais pas réussir à le retrouver. Pourtant, là, j'étais sur les EL3. Il a peut-être pas fait les EL3, oui, c'est un joueur aussi. Pourtant, je croyais qu'il avait fait les EL3, mais il semblerait que non. Je vais pas le retrouver. Hein. Ah, Gareth Gerloff, voilà. Qui a fait toute la journée de vendredi, qui a fait plutôt du chrono intéressant. Pour un pilote remplaçant, il n'était pas hors du coup. Pour un pilote en plus qui n'avait pas d'expérience en MotoGP aussi, hein, parce que je rappelle que c'est pas le pilote d'essai normalement de chez Yamaha, mais leur pilote d'essai n'est pas utilisé pour le moment. Il s'appelle un petit peu Jorge Lorenzo. Donc pour revenir à la Covid, donc Rossi qui a été testé extrêmement tardivement, qui n'a pas pu faire la journée du vendredi, qui a pu faire la journée du samedi, mais bien entendu quand vous n'avez pas fait la journée du vendredi avant, même s'il avait plu, vous avez du mal à trouver le rythme, surtout qu'il n'avait pas roulé depuis quasiment 3 semaines, Rossi, donc là aussi il faut le dire, et puis que la Covid a quand même des effets sur le long terme, et on ne sait pas, il semblerait que Rossi n'ait pas été touché gravement, mais on a toujours des surprises avec ce virus. Donc c'est vrai que ça a encore fait des siennes. Du côté de chez Yamaha aussi, parce qu'il y a 6 membres de l'équipe qui ont été placés à l'isolement, et que ça a forcément gêné au réglage pour les motos, ça a aussi gêné dans le team officiel, ça a aussi gêné pour toute la préparation des machines de ce côté-là. Et puis également Iker Lecuona qui n'a pas pu participer au Grand Prix parce qu'il était qu'à contact. Donc voilà, encore une fois, là aussi, la Covid qui a gêné le pilote Tech 3. C'est un petit peu dommageable. Bon, il semblerait qu'on arrive à faire toute la saison parce qu'on avait des doutes sur le Grand Prix du Portugal, très clairement. Il semblerait que ces doutes se dissipent de jour en jour, même s'il faut toujours se méfier. Mais c'est vrai que la Covid aura quand même pas mal gêné la moto dans la manière de gérer le calendrier. Je trouve qu'ils sont quand même aussi moins bien débrouillés que la Formule 1. Mais dans plein d'éléments, ça a énormément gêné la moto. Et voilà, il faudra le prendre en compte pour l'année prochaine, pour la constitution du calendrier 2021, qui sera peut-être encore une fois très perturbé par la Covid. Donc pas vouloir faire ce que fait en ce moment la Formule 1, de vouloir mettre 40 Grands Prix ou je sais pas combien de Grands Prix sur une saison. Ça sera peut-être compliqué de dépasser les 20 Grands Prix en 2021 pour la MotoGP. Aprilia ne s'en sort pas, encore une fois. Ça fait depuis quelques courses que c'est compliqué du côté de Aprilia. Je trouve. Ils ont réussi quelques courses intéressantes, mais la saison 2020 de Aprilia n'est pas exceptionnelle. En même temps, vous avez le problème Iannone, qui est un problème, on rappelle Iannone qui a été contrôlé positif.
C'était au Grand Prix de Malaisie l'année dernière, qui n'a pas pu faire les essais de pré-saison, qui ne peut pas participer à cette saison 2020 parce que c'est temps pour parler avec le tribunal international du sport, avec le comité olympique également italien, donc ça discute dans tous les sens pour tenter de savoir quelle sera sa pénalité, s'il y aura une pénalité, de combien de temps elle sera, est-ce que ça sera 6 mois, 1 an, 18 mois, 2 ans, voire plus. Au niveau de sa licence également pour la Dorma, donc il y a plein de questions qui se posent au niveau de ce cas de ce contrôle antidopage, sachant que je rappelle qu'il se serait fait contrôler positif parce qu'il a mangé de la viande en Malaisie, et je rappelle qu'en Asie c'est une règle normalement élémentaire, vous amenez votre nourriture, prenez jamais de la viande parce que la viande pousse aux hormones, bien entendu. Après on retrouve des doses d'hormones, des doses de produits interdits dans votre sang. Et donc forcément vous êtes contrôlé positif, et normalement tous les sportifs savent ça. C'est dommage chez Aprilia parce qu'on voit très clairement que cette machine a fait des progrès au niveau moteur. Quand on voit les Grands Prix en Autriche qui ont plutôt été bons, quand on voit la course à Brno qui a plutôt été là aussi intéressante. Mais ça fait depuis quelques courses, Le Mans avait déjà pas été incroyable, et puis les courses à Motorland, c'est un petit peu plus compliqué pour l'équipe italienne. Là, un 0 pointé avec l'abandon de Salvadori qui remplace Bradley Smith, mais bon, qui n'a pas été hyper performant quand même pendant tout le week-end. Puis de l'autre côté, Alex Espargaro, on a quand même un vrai souci dans cette équipe, c'est qu'on a eu pendant quasiment les 3/4 de la saison, que ce soit Bradley Smith et Alex Espargaro, deux pilotes qui tombent énormément, et qui tombent aussi énormément en essai. Et quand vous ne pouvez pas faire 20 tours en essai sans qu'il y ait une chute, vous n'accumulez pas des données. Il vous manque des informations sur comment fonctionne cette machine. Et foncièrement, après, ça pose problème pour améliorer certaines pièces châssis ou certaines pièces moteurs pour l'année prochaine, parce qu'ils n'arrivent pas à accumuler des données, parce que c'est vrai que chez Aprilia, on a perdu beaucoup de points. Je pense que Alex Espargaro, il a perdu 2 top 10 sur chute, au moins cette saison, ce qui fait quand même beaucoup de points pour l'équipe. C'est un petit peu dommageable, un petit peu frustrant pour cette équipe qui est bonne dernière au classement constructeur. Et c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux du côté de chez Aprilia, avec des soucis moteurs également en pré-saison. Je sais pas si vous vous souvenez, avec tous ces moteurs qui avaient pété à cause des évolutions moteurs. Donc ils ont un moteur qui est déjà moins performant que ce qui était prévu en début de saison. Et puis avec les chutes qui se rajoutent, ça fait un peu beaucoup quand même du côté de chez Aprilia. Et ça ne m'étonnerait pas que d'autres pilotes arrivent quand Aprilia sera une équipe véritablement officielle dans les années à venir. Bagnaia en galère. Bon, c'est la suite des autres Grands Prix. Je ne vais pas faire très long sur Pecco Bagnaia. À part que, après un début de saison qui avait été excellent, après 2 courses à Misano également de très très bonne qualité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Quand vous regardez, il est désormais 16e au championnat, et il a quand même enchaîné les résultats blancs. C'est-à-dire depuis le Grand Prix de France où il avait fini simplement 13e, c'est un peu compliqué. Et à part sa 2e place à Misano, il y a eu un abandon pour la course d'après à Misano, il y a eu Bremo aussi où il avait abandonné. C'est une saison assez frustrante pour le pilote italien qui, c'est vrai, quand j'avais vu le podium à Misano, je m'étais dit « Ah, il a enfin compris comment marcher le Moto Grand Prix ». Il semblerait que pas encore, pas suffisamment, ça manque énormément de constance sur cette saison 2020. Et puis là encore un Grand Prix où ça fait depuis 3 courses où il comprend pas ce qui lui arrive sur la moto. Tu vois très bien qu'il est pas à l'aise, mais qu'il n'arrive pas à modifier, à changer la donne. Donc ça, c'est un petit peu dommageable du côté du pilote italien. Surtout face à Jack Miller qui va de mieux en mieux. Ça va être Jack Miller qui a fait quelques bonnes courses, mais qui là performe un peu mieux quand même en ce moment qu'en tout début de saison. Et en face, Pecco Bagnaia, il a du mal à s'en sortir. Et il est quand même chez Ducati l'année prochaine dans le team officiel, mais il faudra qu'il fasse mieux, parce que s'il n'arrive pas à être performant, Johan Zarco il va être derrière, et il peut le manger tout cru. Donc Bagnaia, il faut vraiment qu'il se reprenne en main. Il reste 2 grands prix, 2 pistes. Faut qu'il arrive à faire mieux, il faut qu'il arrive vraiment à comprendre pourquoi il n'arrive pas à performer sur cette moto alors qu'il était très excellent en tout début de saison. Numéro 7, Yamaha au fond du trou et creuse encore du côté de chez Yamaha.
Rien n'a fonctionné ce week-end. Vous avez aucun pilote qui a réussi à être efficace avec cette machine sur une piste qui pourtant est plutôt une piste qui a souvent bien marché pour Yamaha. Lorenzo aimait bien Valence. Rossi aussi a fait quelques bonnes courses à Valence. C'est pas forcément le circuit préféré de Rossi, mais là, ouais, c'est compliqué parce que Quartararo n'avait aucune sensation sur sa machine. Rossi, encore une fois, je reviens sur le Covid, mais ça n'a pas aidé. Vignales, de toute façon, il savait que sur ce Grand Prix-là, il n'avait pas grand-chose à gagner en sachant qu'il allait partir de la voie des stands parce qu'il devait changer de moteur. Mais même avec tout ça, quand vous voyez les performances à l'arrivée de ce Grand Prix, le meilleur pilote, c'est Morbidelli qui est simplement 11e. Quartararo est 14. Vignales est 13, mais bon, à 25 secondes Vignales, donc il a encore perdu du temps, il n'a pas réussi à dépasser Brundle. Et que vous vous dites que ces pilotes-là sont dans les points parce qu'il y a eu énormément d'abandons. S'il n'y a pas autant d'abandons, les mecs sont pas là, quoi. Heureusement que Salvadori, que Marquez tombe, que Tito Rabat tombe, que Banaya aussi, Crutchlow. Et à un moment, faut qu'il y ait une hécatombe pour qu'Yamaha marque des points. C'est un petit peu frustrant quand tu vois le classement. J'ai pas mis le classement constructeur, mais le classement équipe. Là aussi, le team officiel qui est très loin, simplement 5e. Et puis très peu de points pris en course. Quand vous voyez le niveau de performance en début de saison du côté de Rérez, où la machine marchait super bien à Rérez, certes, avec ces fameuses soupapes, je vais dire, on a un peu triché sur les soupapes, parce que c'est un peu ça. On a pas respecté foncièrement le règlement et bien leur a pris parce qu'ils se sont pris une pénalité juste derrière après. Mais quand tu vois ce qui se passe à Rérez, même à Brno, ça marche encore pas trop mal, et qu'ensuite derrière, ça fait depuis 4 Grands Prix où ils mettent pas un pied devant l'autre quasiment, et puis cette irrégularité sur la saison, c'est-à-dire que même entre deux courses, il n'y a pas le même niveau de performance, surtout pour Vignales, très irrégulier cette année. Rossi, ça n'a pas été excellent quand même. Rossi, il faut le dire, les performances n'ont pas été incroyables. Beaucoup de problèmes techniques également. Là, il y a eu la casse moteur de Rossi à Rérez, encore un problème électrique qui n'était jamais arrivé sur les 12 dernières années pour Yamaha. Donc c'est vraiment des soucis assez incroyables qui normalement devraient être fiabilisés depuis... qui normalement n'aurait pas dû arriver. Donc vous ajoutez des problèmes mécaniques, une moto qui n'est pas très performante, un moteur qui n'est pas excellent également, parce qu'il perd énormément de vitesse, malgré la triche au niveau des soupapes, un moteur qui n'est pas fiable, des pilotes qui ne sont pas en confiance, des décisions qui, ce que nous dit Vignales, ne seraient pas les bonnes, au niveau de l'évolution de la machine, et va vous vous trouvez avec une équipe qui est totalement en crise, et qui aura beaucoup de mal également en 2021, parce qu'il va falloir repartir sur un nouveau cycle. Et moi, je suis assez inquiet pour Vignales, par exemple, pour l'année prochaine, parce que vu ce qu'il a dit, c'est un peu une sortie kamikaze à la Vettel dans les commentaires, c'est-à-dire qu'il nous fait très clairement, voilà, la direction ne comprend rien, ils font du travail de sagouin. Ouais, alors ça, quand tu dis ça à ta direction et que c'est un peu eux qui te payent, c'est un petit risque quand même, hein. Il va falloir être très très bon l'année prochaine parce que sinon tu vas être dégagé, mon petit Vignales. Et surtout face à Quartararo, il faudra être bon. Mais de toute manière, tu te dis quand même comment ils arrivent à perdre le titre, que ce soit pilote et constructeur, par rapport aux 3 premières courses de la saison. C'est assez incompréhensible du côté de l'équipe japonaise. Vraiment là, je n'arrive pas à savoir pourquoi ça ne marche pas. Zarco encore très solide, malgré un résultat en course qui est un petit peu dommageable. C'est le dernier tour qui lui a... il a perdu pas mal de place sur le dernier tour, sinon il était vraiment bien. Il avait en milieu de course, il était vraiment rapide. Après, les pneus se sont dégradés, il avait pris des softs, contrairement à ses adversaires. C'est un petit peu dommageable la fin de course pour lui, parce qu'il finit simplement, on va dire simplement 9e, il finit 9e. Mais c'est vrai que par rapport à son résultat en qualification, ça fait des places en moins, mais il a réussi, il a montré encore qu'il avait une très belle vitesse sur un tour,
Ça c'est bien, maintenant il faut qu'il travaille un petit peu le rythme en course. Mais c'est pas simple parce que même dans l'équipe officielle Ducati, on n'arrive pas à gérer les pneus. Donc il faut quand même le dire que c'est pas le seul à être en difficulté avec les pneus. Et c'est vrai qu'il utilise des softs parce que la Ducati cette année n'arrive pas, le châssis Ducati n'arrive pas à faire bien travailler les pneus. Après en course, même en étant 9e, il est 3e pilote Ducati, hein. Devant Danilo Petrucci, devant Bagnaia. Donc c'est pas non plus une catastrophe, alors que pendant très, très longtemps en course, il était devant Jack Miller, devant Dovizioso. C'est dommageable cette fin de course, où sur les 2 derniers tours, voilà, il perd énormément de temps, sur même les 5 derniers tours de course, il perd beaucoup de positions, les pneus ont du mal à tenir. Mais après, quand on voit le niveau de performance sur ce week-end, bah c'est encore solide, ça montre encore qu'il va être performant, que ça va être une épine dans le pied des 2 pilotes de l'équipe officielle l'année prochaine, et que s'il arrive à avoir le même niveau de performance avec une machine 2020, parce que je rappelle que là cette année il a une machine 2019, donc quand il aura une machine de l'année, moi à la place de Miller et surtout de Pecco Bagnaia, je commencerai à faire un petit peu dans mon froc, à avoir un petit peu peur, parce que c'est vrai que Zarco, ça fait depuis quelques courses que je le dis, mais c'est très 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 solide. Si on regarde, même sur toute la saison, mais c'est vrai qu'il n'a pas abandonné depuis le Grand Prix de France. Il y a eu le Grand Prix d'Espagne qui n'avait pas été top, où il avait abandonné au premier tour, mais il était déjà très performant sur un tour lancé. Même le Grand Prix d'Italie avait été pas mal pour lui, donc il y avait eu Bremo bien entendu, mais qui est une piste qu'il affectionne particulièrement. Mais c'est vrai qu'il enchaîne les belles performances. Il se rapproche de Brad Binder et de Danilo Petrucci au championnat. Il pourrait finir vraiment à la porte du top 10, parce que le top 10 sera un petit peu dur à aller chercher, mais il pourrait finir à la porte du top 10. Ça, c'est vraiment une satisfaction, je trouve, pour Johann Zarco. Oliveira encore dans les points. Très bonne saison quand même cette année de Nelson Oliveira. Nelson Oliveira, c'est en cyclisme. Voilà, je m'ai lancé sport. Miguel Oliveira, bien entendu, le pilote portugais. Encore dans les points et encore un top 5 surtout, parce que depuis le début de saison, c'est son 1, 2, 3, troisième top 5. Il a été là pendant tout le week-end. Il a été performant pendant tout le week-end. Je rappelle quand même une victoire cette année pour Miguel Oliveira, mais aussi des top 10. Il y a quand même 3 abandons pour Miguel Oliveira. Mais un pilote qui est dans le top 10, c'est avec Tech 3, on ne s'attendait pas à ça en début de saison quand même, de le voir aussi haut dans le classement. Beaucoup de très bonnes qualifications aussi. Un pilote qui a fait des très bonnes courses également. Une bonne qualification, bonne course. Il domine totalement Iker Lecuona. Ce qui n'est pas extrêmement difficile parce que je m'attendais pas à grand chose d'Iker Lecuona, mais quand même il faut également le souligner. Je parlais de Zarco, mais c'est un petit peu comme Zarco, c'est 2 pilotes qui font des saisons solides avec du matériel qui n'est pas forcément aussi incroyable que dans les team usines, mais qui font du très très bon travail. Et Miguel Oliveira l'année prochaine il sera dans l'équipe officielle, il sera peut-être numéro 1, mais certainement, parce que Brad Binder, les résultats sont un peu moins bons sur cette deuxième partie de saison que sur les 4-5 premières courses. Et puis il a fait quelques erreurs également, les pilotages. Il finit quand même là, 7ème, en rappelant quand même que du côté de Brad Binder, il y avait un long lap. Donc c'est quand même pas si mal que ça, mais c'est vrai que les résultats sont un petit peu moins bons en cette fin de saison, malgré tout pour un débutant. C'est quand même pas mal, Brad Binder. Il lui manque un petit peu encore une fois, de constance, mais sinon, je pense que l'année prochaine, si la KTM est très performante, il pourra jouer le titre. Mais c'est vrai que Miguel Oliveira, une saison plutôt de qualité, et il y aura un beau duo de pilotes l'année prochaine pour KTM. Et un duo de pilotes qui est assez complémentaire, je trouve, donc ça sera intéressant de voir ça en 2021 dans l'équipe officielle. Numéro 4, Quartararo en fait trop. Il en a trop fait ce week-end. Quand t'es pas à l'aise sur une machine, il faut pas tenter le tout pour le tout. Et quand après les qualifications, il dit maintenant il faut que je prenne tous les risques. Moi je sais déjà que ça va finir dans le bac à gravier.
Alors je m'attendais pas quand même que ça finisse dans le bac à gravier avant la fin du premier tour, mais tu sais très bien que quand un pilote dit je vais tout tenter, dans les sports mécaniques c'est rarement bon, encore plus en moto. Tu sais que ça finit dans le bac à gravier. Il a été en difficulté vendredi, il n'a pas réussi à rétablir la situation. Ils n'ont pas réussi à rétablir la situation chez Yamaha, mais aussi dans l'équipe, du côté de son équipe technique. Il a été en retrait par rapport à Morbidelli encore. Il fait sa plus mauvaise qualification. Donc il n'y a rien de satisfaisant sur ce week-end. C'est-à-dire que même sur un tour lancé, même sur un time attack, il n'y a rien qui marchait. C'est la première fois qu'il était en dehors du top 10, qui montre quand même le phénomène qu'est Fabio Quartararo depuis son début de carrière en MotoGP. Mais là, il en a trop fait. De l'énervement, de la colère, parce qu'il sent bien que le titre lui échappe. Même s'il le dit en interview, oui, je suis le chasseur, j'ai moins de pression, ça sonnait très faux, je trouve, hein, c'est mon avis, que ça sonnait faux, que tu sentais qu'il avait énormément de pression, qu'il a énormément de pression parce que Yamaha, c'est la seule carte pour jouer le titre, et que bon, là, avec 35 points de retard, un truc comme ça, le titre, il reste 2 courses, il y a 50 points à prendre certes, mais ça va être très très compliqué. Mathématiquement, c'est toujours jouable, mais il faudrait que Mir se plante sur les 2 prochaines courses, quoi. Quasiment. Donc, vu la forme que tient Joan Mir, ça va être un petit peu compliqué pour le titre. Et de toute manière, on sent très bien qu'ils ne comprennent pas pourquoi ça marche pas au niveau de la machine. Et ça, c'est frustrant, et ça fait depuis quelques courses quand même. Grosso modo, le seul moment de répit qu'il y a eu sur cette deuxième partie de saison, c'est l'Espagne, le Grand Prix de Catalogne, où ça s'est très bien passé. Mais où ça a quasiment été un week-end parfait du côté de Catalunya. Mais le Grand Prix de France, la course a été catastrophique. Motorland, les 2 courses n'ont pas été bonnes. Là encore, la course n'est pas bonne. Il n'arrive pas à faire ce qu'il veut avec la machine. Il n'est pas à l'aise avec la machine. Il n'a pas de sensation avec la machine. Mais bon, quand même déçu par la performance de Quartararo. On peut dire un petit peu quand même, si on commence à déjà faire les bilans de fin de saison, que par rapport à la saison dernière, je trouve que cette saison-là est beaucoup moins aboutie que la saison dernière. C'est un petit peu dommageable. Dovizioso déjà en vacances, hein, déjà en pré-retraite, j'ai envie de dire, déjà aux Caraïbes. Encore un Grand Prix où j'ai l'impression que le résultat lui importe peu, qu'il sait que déjà que le championnat c'est mort. Non. Et puis encore un résultat, alors certes top 10, mais tu sens qu'il force pas forcément vraiment son talent. Une qualification qui a encore été un petit peu complexe. J'ai l'impression vraiment qu'il est plus du tout impliqué dans le projet Ducati, qu'il est plus du tout dedans. Je trouve, bon voilà, c'est dommage que ça se finisse comme ça en eau de boudin un petit peu cette histoire avec Ducati, parce que ça avait tellement bien débuté. Et là, c'est vrai qu'il a tellement apporté à Ducati, il faut le dire quand même, que le fait que les relations avec Dalla Linea soient aussi mauvaises, que les relations même avec Petrucci soient pas bonnes, je trouve ça un petit peu dommageable. Je comprends qu'il ait pas envie d'avoir un poste de pilote essayeur. Je comprends également qu'il a envie d'avoir du repos là. L'année 2020 a été compliquée mentalement pour Dovizioso, entre le contrat qui, au final, n'a jamais abouti. Cette discussion au niveau des contrats, ça a mis énormément de temps. Donc ça, forcément, ça fatigue nerveusement. Et puis, d'autres aspects qui ont fait qu'au bout d'un moment, entre la relation avec Petrucci compliquée, la moto qui n'avance pas vraiment, qui n'est pas très performante, t'as l'impression qu'au bout d'un moment, quoi, faut qu'il lâche. Donc là, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un Dovizioso qui faisait 13e ou 5e, ça lui importait pas énormément. Paul Espargaro, très bien encore. Pas grand chose à dire pour Paul Espargaro, encore, à part que, comme pour Zarco, comme pour Oliveira, je trouve que la saison est solide. Même s'il n'a pas gagné de course pour le moment, il est 7e au championnat. Dommage, cette mauvaise période République tchèque, Grand Prix d'Autriche, la première course en Autriche où il n'avait pas marqué de points. Mais sinon, il y a quand même 1, 2, 3 podiums. Il y a une 4e place. Voilà, il y a eu quand même des bons résultats. Il y a eu des résultats un peu moins bons. Je dirais du côté de la première course à Motorland, du côté
également de Mizano, où peut-être que c'était pas incroyable. Bah si, parce qu'il y a eu un podium en plus à Mizano, je disais une bêtise, mais pas incroyable. J'ai dit des conneries en fait parce que j'ai pris Andrea Dovizioso. Donc je repars. Au niveau des podiums, il y a 1, 2, 3, 4 podiums. Et une 4e place, mais également des top 10 à Thierry Larigot. En fait, quasiment à chaque fois qu'il a fini des courses, il était dans le top 10. Ce qui est un petit peu dommageable, c'est d'avoir 3 abandons sur cette saison, ce qui ne lui permet pas d'être aussi performant que d'autres pilotes, mais encore des résultats très satisfaisants, je trouve, pour Pol Espargaro. Il a montré qu'il était quand même le leader chez KTM, parce que c'est le premier pilote KTM au classement. Il a apporté beaucoup de points au classement constructeur, également à KTM, et au classement équipe, au team officiel. Je trouve qu'il fait une très bonne saison. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire sur Pol Espargaro, à part que la course est encore solide et a encore une très bonne qualification. Je finis avec le leader du championnat, Johan Mir. Je vais essayer que cette vidéo, on est déjà quasiment à 30 minutes de vidéo. Du côté de Johan Mir, incroyable, mais ce que je veux noter, c'est qu'il est imperméable à la pression. Alors, autant j'ai parlé de Quartararo en disant qu'il se faisait un petit peu dans son froc quand il était en interview et que ça sonnait faux, autant il était d'une décontraction, Johan Mir, sur ce week-end, alors que tu sais qu'il est en tête du championnat. Même si tout marche du côté, de son côté, parce que c'est vrai que ses résultats depuis l'Autriche sont absolument fantastiques. Il n'y a que 2 fois où il n'a pas été sur le podium depuis l'Autriche. C'est absolument incroyable. Cette régularité qu'il a eue, et là en plus il gagne, mais vraiment imperméable à la pression, très gros rythme en course. T'as l'impression que la pression sur le championnat ne lui fait rien. Je rappelle que Suzuki, ça fait depuis 20 ans qu'ils attendent un titre de champion du monde. La dernière fois, c'était avec Kenny Roberts. Donc là, s'ils arrivent à redevenir champion, Suzuki, ce sera quelque chose d'assez incroyable. Mais Johan Mir, imperméable à la pression. Je pense qu'aussi, c'est très bien géré par Davide Brivio, le team manager qui fait un très très gros travail. Il n'y a pas forcément de consigne avec Alex Rins, mais tu sens qu'il y a un pilote qui est au-dessus de l'autre aujourd'hui. Mais les deux ont vraiment fait du très très gros travail et il faut être satisfait. Johan Mir, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit performant cette saison. Est-ce qu'il soit aussi performant? Je m'attendais à ce qu'il soit au niveau de Nakagami ou Jack Miller, entre 8 et 9 au championnat. De là à jouer le titre, je ne m'attendais pas à ça, donc sacré perf et le fait qu'il arrive à résister à cette pression me stupéfait du côté de ce pilote-là. On passe au classement. Classement pilote, donc Johan Mir 162 points. On retrouve ensuite à égalité Fabio Quartararo, Alex Rins à 125 points. 121 points pour Viñales, Morbidelli à 117 points comme Dovizioso. On ne parle pas de Morbidelli, mais encore une course solide de la part de l'Italien. Ça a été le meilleur pilote Yamaha. Et puis ensuite, Pol Espargaro, Nakagami, Jack Miller. Johan Zarco est 13e avec 71 points. Il est maintenant devant Alex Marquez. Et il est qu'à 5 points de Brad Binder et 6 points de Danilo Petrucci. Du côté du classement, par équipe, on retrouve le team officiel Suzuki avec 287 points, qui a 82 points d'avance sur le team Petronas. Vous entendez un chat peut-être qui mange ses croquettes. Et puis on retrouve ensuite Ducati, KTM, le team KTM, le team Yamaha, le team Pramac, Tech 3 8e, un peu plus en difficulté quand même Tech 3 malgré les bons résultats d'Oliveira. C'est avec Iker Lecuona absent, mais de toute manière Iker Lecuona ça reste pas une déception, mais ça reste quand même un pilote qui n'a pas fait une très très grande saison. Et puis je passe au classement constructeur. Suzuki en tête avec 7 points d'avance sur Ducati. On retrouve ensuite Yamaha, donc 188 points pour Suzuki, Ducati 181 points, Yamaha 163 points, et ensuite KTM 159, Honda 130, et Aprilia simplement 36 points. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meilleur Production. Ciao ciao.